Le départ, chapitre 5. Joseph et Maria arrivèrent sur la place d'Alger vers 10 heures. Ils passèrent devant le musée et s'engagèrent dans l'étroite ruelle des orfèvres. L'atelier de M. Medioni était le plus grand. 4 bijoutiers, accroupis sur leurs forges minuscules, fabriquaient l'un des colliers de sequins, pièces d'or à l'effigie de Soliman le Magnifique, l'autre des semainiers composés de 7 bracelets en or ciselés et si durs qu'ils ne pouvaient se déformer, le troisième des bagues de harem aux 7 anneaux sertis d'émeraude, de rubis, de saphir, de topaze, d'améthyste, des diamants de couleur rose, champagne ou blanche, et enfin, le quatrième, des bijoux en argent. Maria était émerveillée, elle n'avait jamais vu autant de pierres précieuses. L'un des hommes se déplia et alla chercher son patron derrière une lourde tenture en velours de couleur prune. Monsieur Medioni souleva le rideau et, avec un immense sourire, dévoilant toute une rangée de dents en or, leur fit signe d'entrer dans son arrière-boutique. Il était de petite taille, avec un visage rond gluant de graisse. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, serti de cheveux noirs, plaqué sous une chéchia rouge à glands noirs, entourée d'un turban blanc. Sa chemise, à l'européenne, était ouverte sur une poitrine velue que l'on apercevait en dépit des 2 gilets superposés. Il portait un sarouel en coutil blanc, tombant sur ses genoux, recouvert de bas de soie rouge, assorti à la large ceinture qui lui entourait plusieurs fois le bas du ventre, car il n'était plus vraiment de taille. Enfin, il était chaussé de pantoufles en cuir sans talons. Après les salam-aleik d'usage, il prit entre ses mains potelées celles de Maria. Le contact de ses mains moites déplut à Maria, mais lorsqu'elle leva les yeux vers lui, elle croisa un regard qui lui donna tout de suite confiance. Elle retrouvait en cet homme celui de feu son père. Ils visitèrent avec M. Medioni l'appartement promis. Il s'agissait d'un 2 pièces au 3e étage d'un immeuble sans fenêtres extérieures. Les puits de lumière donnaient sur le grand escalier en colimaçon qui desservait l'habitation. En dépit de cette absence d'ouverture sur l'extérieur, l'appartement plut à Maria. Elle imaginait déjà sa vie ici. Les lits des garçons dans une chambre et celles des filles, elles comprises, dans l'autre. La cuisine était assez grande pour prendre les repas et travailler le soir aux travaux de couture. Elle parlait tout haut et le bijoutier l'interrogea. « Vous parlez de travaux de couture, sauriez-vous coudre ?» « Oui, répondit-elle, j'ai appris avec ma mère à couper, assembler, coudre, broder et repasser, et j'ai confectionné tous les vêtements de la famille, hommes, femmes, enfants. Je vais d'ailleurs chercher du travail dans ce domaine. » M. Medioni, après avoir détaillé les tenues de Joseph et de Maria, qui s'étaient endimanchés pour faire bonne impression, lui dit « Alors, je vous engage, je vous ferai installer une machine à coudre à navette fonctionnant au pied avec une pédale de la marque Peugeot. Je souhaite étendre mon activité à la confection de luxe pour les européennes. Vous apprendrez à vous servir de la machine avec mon épouse Rachel et vous broderez avec des incrustations de perles et de pierres précieuses les coupons de tissu que je vous fournirai. Vous pourrez donc travailler chez vous et ne vous déplacerez que pour les essayages. Je vous paierai 20 francs l'ouvrage fini et livré. » Tout allait si vite que Maria fut prise de vertige. Joseph, au contraire, jubilait. Il était décidé à ne voir que le côté positif de la situation. Si Maria faisait un ouvrage tous les 3 jours, elle gagnerait 900 francs par an, ce qui était presque autant que ce qu'il gagnait chez M. Fabre. Maria était moins optimiste. Elle pensait que livrer une robe par semaine ne serait pas possible car elle ne pouvait pas travailler sans discontinuer avec les enfants, le ménage, les courses et la cuisine. De plus, il n'y aurait peut-être pas autant de commandes. De toutes les façons, elle ne pouvait pas refuser cette offre inespérée et elle donna son accord en promettant de commencer dès que la machine serait livrée. Le dimanche suivant, Ramon et son fils Enrique arrivèrent à Boumediene.
Ramon conduisait un grand-duc, voiture de ville et de promenade, découverte, à caisse largement ouverte, abaissée et tirée par un anglo-arabe à robe blanche. Enrique fouettait son percheron attelé à une grande charrette pour le faire avancer jusque devant la maison. En moins de 2 heures, tous les meubles furent entassés dans la charrette, même le berceau que Joseph avait donné à Ramon en dédommagement et en prévision du bébé à naître dans quelques mois. Joseph et Joselito se hissèrent sur les meubles, alors que Maria, avec Éléonore dans ses bras, prenait place aux côtés de Ramon, qui avait pris Claire sur ses genoux. François-Manuel et Rose s'étaient perchés à l'arrière et à l'extérieur de la caisse, sur le siège réservé aux domestiques. Ils furent arrêtés en chemin par un troupeau de moutons qui cheminait sur la route. Ramon en profita de cet instant de calme pour engager la conversation avec Maria. « Ne t'inquiète de rien, Maria, je serai à tes côtés après le départ de Joseph. Sur le plan matériel, bien sûr, mais pas seulement. Je t'épaulerai dans l'éducation des enfants et dans toutes les difficultés que tu pourrais rencontrer. Mais Ramon, nous rejoindrons Joseph en Argentine très rapidement, dans quelques mois seulement. On sait toujours quand on part, mais pour les retrouvailles, rien n'est moins sûr. Pourquoi dis-tu cela? Sais-tu des choses que tu ne veux pas me dire? Non, Maria, je n'en sais pas plus que toi, mais je sais que moi, je ne t'aurais pas laissé. Je ne serais jamais partie sans toi. Tu connais depuis toujours mes sentiments pour toi. Si je ne t'ai pas épousée, c'est parce que tu m'as préféré Joseph, et je ne m'en suis jamais vraiment consolée. J'ai toujours espéré que les événements te ramèneraient vers moi. Ramon, je te supplie de te taire. Tu as une femme merveilleuse, 3 enfants, et le 4e va naître dans 3 mois. La route se dégagea et leur conversation fut interrompue. Maria était bouleversée et l'idée de dépendre financièrement de Ramon la tourmentait. Il pourrait penser avoir des droits sur elle. Heureusement qu'elle allait gagner sa vie. Elle espérait seulement que son patron ne serait pas dans les mêmes dispositions à son égard que Ramon, qui croyait pouvoir tout acheter. L'arrivée et l'emménagement se firent sans encombre. Joseph, Ramon et Enrique remontèrent la rue de Clausel et s'installèrent au café de M. Tevzer pour boire un bock. François Tevzer était né dans le territoire de Belfort, à Offemont. Sa famille habitait déjà cette commune en 1793. Il était titulaire d'un privilège de bouilleur de cru, transmis dans sa famille depuis Napoléon. Il possédait un alambic et distillait ses eaux de vie. La pauvreté ayant touché la commune d'Offemont en 1848, en raison de la diminution du prix du bois et de l'absence de recrutement dans les carrières de grès rouge, François Tevzer émigra en Algérie comme vendeur de gouttes et il s'installa à Tlemcen qui était une ville de garnison. Il ouvrit un café sur la place de la mairie dans lequel les colons aimaient à s'installer en terrasse ou à l'extérieur pour y déguster sa mistelle, c'est un vin de liqueur, et jouer le bézigue à 2 ou à 4. Les hommes se séparèrent fort tard dans la nuit. Joseph passa 1 semaine avec Maria dans l'appartement, puis, le dimanche suivant, il partit très tôt, avant le lever des enfants. Maria resta couchée, la tête enfouie dans la plume pour cacher ses larmes et son angoisse. Ramon arriva vers 9h30 sur l'esplanade du Méchoir où ils avaient rendez-vous. Toute la famille, en se serrant, monta dans le Grand-Duc. Ils allaient passer la journée à Mansoura pour atténuer leur détresse suite au départ de Joseph. Les enfants, à l'exception de Joselito, n'avaient pas compris que leur père partait très loin et pour longtemps. Pour l'heure, ils se réjouissaient à l'idée de retrouver leur cousin. Ils longèrent l'esplanade sous les platanes et ils s'enfoncèrent dans la rue de Fès pour sortir de Tlemcen par la porte du même nom. Ils suivirent la grande route conduisant Maria à la frontière du Maroc. À droite, il put admirer le blanc mausolée de Sidi Boudjema et à gauche la Kouba turque de Baba Safir en très mauvais état. Après les dernières maisons, ils aperçurent au sommet d'une barre de rochers gris l'édifice blanc où repose la Lacétie.
Cette dernière était la fille du grand saint musulman, patron de Bagdad, Sidi Abdelkader el-Jilani. Elle est la sainte patronne des femmes de Tlemcen. Au pied du tombeau apparaissent les ruines de l'ancien Motsala de Mansoura. Au XIVe siècle, la prière supplémentaire du matin, à l'occasion des fêtes de l'Aïd el-Kbir et de l'Aïd el-Srir, était dite hors de la ville de Tlemcen, dans un endroit découvert, entouré de murs empuisés. Sous la vaste dalle rocheuse s'ouvraient des grottes naturelles, habitées par des troglodytes de pauvres conditions. Plus au nord, ils aperçurent la grande porte en briques de l'armée Bab el-Kémis. À 500 mètres, ils bifurquèrent vers Mansoura et entrèrent dans l'enceinte de 4 kilomètres où le sultan mérinide de Fès, Abou Yacoub Youssouf, avait établi son camp en 1299 pour assiéger Tlemcen. Il y fit construire un palais, des bains, un caravansérail et une mosquée. Il baptisa son camp El Mahalla Mansoura, le camp victorieux. Le siège de Tlemcen dura 8 ans. Le sultan fut assassiné par un de ses eunuques en 1307. Son petit-fils signa la paix avec le roi de Tlemcen, descendant de Yasmorzan ibn Zayan, chef de la tribu des Abdelwahid. Le pire fut évité. Les Mérinides retournèrent pour un temps à Fès, mais la population de Tlemcen, qui avait souffert de ce siège, saccagea la ville de Mansoura. Cette dernière fut restaurée 30 ans plus tard, après le retour des Mérinides conduits par le sultan Abdel Hassan, qui assiégèrent Tlemcen. Cependant, le retour des Abdelwahid condamna définitivement la ville. À l'exception du minaret de 40 mètres de haut et de quelques pierres de la mosquée, tout le camp n'était que ruines. Ramon était très fier de son érudition, et il racontait si bien que Maria imaginait la vie à cette époque. Il leur narra encore l'histoire du maçon juif qui avait construit la partie postérieure du minaret, qui par la suite s'était effondré. Son travail terminé, le sultan lui interdit de redescendre par l'escalier intérieur. Il dut sauter avec des ailes en bois de sa fabrication qui, portées par un tourbillon de vent, le déposèrent au sommet d'une colline voisine, appelée depuis le col du Juif. Ramon promit de leur montrer les morceaux de faïence, les mosaïques polychromes, les débris de tuiles vertes et les morceaux de marbre qu'il avait trouvés dans ses vignes avoisinantes. Ils se dirigèrent ensuite vers le centre de colonisation où 37 colons s'étaient installés, cultivé leur lot et avaient construit leur maison. Celle de Ramon était un peu à l'écart du village, elle était en pierre de taille et comportait 6 pièces, dont une grande salle de réception. Ramon était une personnalité. Il était membre du comice agricole de Tlemcen et, à ce titre, il proposait des mesures en faveur des vignerons. Dolores sortit sur la véranda en fer forgé qui leur servait de cuisine d'été. Elle portait une robe gris perle en crêpe de Chine avec un col en guipure. Cette robe cintrée à la taille l'amincissait et masquait sa grossesse. Elle embrassa Maria chaleureusement et demanda à Nafissa, la gouvernante, d'aller chercher les enfants. Nafissa était d'origine soudanaise. Elle avait été l'esclave d'un calife et avait élevé ses enfants. Le décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848 ne s'appliquait pas à l'Algérie, bien que celle-ci fût un territoire français. Selon les accords de capitulation de 1830, signés entre le Dey d'Alger et M. de Bourmont, la France devait respecter les biens, les coutumes et les mœurs des indigènes. Ces derniers faisaient commerce de l'esclavage, notamment dans le Cersou. C'est là que Ramon avait acheté Nafissa à la naissance d'Enrique. Ramon était un catholique très pratiquant et un humaniste. Il avait affranchi son esclave, qui était cependant resté au service de la famille. Enrique, Diego et Manuela arrivèrent en courant et sautèrent au cou de leur cousin. Enrique était le plus âgé et du haut de ses 15 ans, il exerçait sur Joselito et François Manuel une certaine autorité. Il les entraîna vers l'écurie pour dételer les chevaux.
Manuela venait de fêter son 10e anniversaire et elle conduisit Rose et Claire dans sa chambre pour leur montrer la nouvelle poupée à tête de porcelaine d'Émile Jumeau que son père lui avait achetée lors de son dernier voyage à Paris. C'était une poupée blonde, habillée et maquillée comme une femme. Elle portait un chapeau en feutre avec des rubans et des fleurs, une robe en soie jaune et des bottines à hauts talons, lacées, boutonnées et montant haut sur les chevilles. Elle portait aussi un collier d'ambre avec les boucles d'oreilles assorties. Rose n'avait jamais vu une aussi belle poupée. Elle osait à peine la toucher, et surtout, elle empêchait Claire de le faire. Cette poupée semblait si réelle et si fragile qu'elle ne devait être que contemplée et admirée. Pour jouer, ces poupées en chiffon et tête de bois faisaient mieux l'affaire. On pouvait les serrer dans les bras, les jeter en l'air, les traîner dans la boue. Enfin, on pouvait s'amuser. Manuela était comme sa mère, très douce, très secrète et peu expansive. Elle aimait cette poupée qu'elle admirait et qui ne bougeait pas de la commode sur laquelle elle était posée. Maria était dans le salon de réception, assise dans une chauffeuse Louis-Philippe en acajou, tapissée de velours rouge capitonné, reposant sur des pieds godrons. Elle regardait la pièce en se disant qu'il s'agissait d'une décoration d'homme. Il y avait certes des fauteuils Voltaire en velours rouge bordés de franges et une table ronde à pied godron centrale, aussi en acajou, mais les murs étaient décorés des trophées de chasse de Ramon. Une énorme tête de sanglier trônait sur la hotte de la cheminée Renaissance, dont la frise avait été sculptée par Joseph. Le reste de la pièce était décoré alternativement de lourdes tentures et de bois de cerf, de renards et de canards empaillés. Maria étouffait dans cette pièce surchargée. Le seul meuble qu'elle aimait était un petit meuble d'appui en palissandre avec filets de citronnier et mouluration en laiton. Le dessus était en marbre blanc et la façade était décorée d'une marqueterie et de fleurs en bois de rose. C'était celui choisi par Dolores et il lui ressemblait tant il était plein de délicatesse. Les pleurs d'Éléonore, couchée dans le berceau donné à Ramon lors du déménagement, sortirent Maria de sa rêverie. Omar, le cuisinier, vint annoncer que madame était servie. Zora, l'épouse d'Omar, faisait le ménage, mais seulement lorsque la maison était vide. Les femmes indigènes ne devaient pas être vues par les hommes autres que leurs maris. Elles chantonnaient en travaillant, de sorte que Ramon ou Enrique ne la croisaient jamais. À Tlemcen, les domestiques se recrutaient surtout parmi les femmes juives de pauvres conditions. Les enfants mangeaient dans la cuisine et l'on pouvait entendre leurs éclats de rire. Maria, Ramon et Dolores, dans la salle à manger, s'étaient assis autour de la table recouverte d'une belle nappe blanche brodée par Dolores. Zora avait disposé les assiettes en porcelaine de Limoges, les verres en cristal Saint-Louis décorés or et les couverts en argent de Barcelone avec leurs initiales gravées. Ce n'était pas une table d'apparat, ils déjeunaient ainsi tous les jours. Ils débutèrent le repas avec une carpe farcie à la juive. Ramon, d'un ton rassurant, s'adressa à Maria. « Tu ne devras pas t'inquiéter de ne pas recevoir de nouvelles de Joseph dans les 2 mois qui suivent. Le voyage en bateau dure de 3 semaines à 1 mois et l'on ne sait pas à quelle date il embarquera pour l'Amérique. Il ne sera pas seul puisqu'il doit partir avec Esquivel et les Basques de Bilbao. J'ai lu dans la presse que cette communauté était très organisée au départ comme à l'arrivée. Ils seront attendus en Argentine par leurs coreligionnaires. Il te faut maintenant penser à toi et aux enfants. »« Je sais tout cela, répondit Maria. Je ne me ferai pas de soucis. Je vais d'ailleurs être très occupée. Monsieur Medioni a fait livrer chez moi une magnifique machine à coudre et j'ai déjà une première commande, une robe en drap de laine pour sa belle-sœur. » « Couturière est un métier noble, intervint Dolores. Il faut être adroite, mais aussi avoir de l'imagination pour la coupe. »« Oh, s'exclama Maria, Madame Medioni m'a laissé un dessin et je dois faire un patron très fidèle au modèle. » Ramon, se sentant exclu de la conversation, reprit la parole et changea de sujet, histoire de se valoriser aux yeux de Maria. « La semaine dernière, j'ai dîné avec mon ami Ferdinand Fine, directeur de la Banque d'Algérie, et il m'a annoncé que le gouvernement soutenait les colons d'Algérie
et qu'un crédit de 50 millions avait été ouvert pour la colonisation en Algérie. Cette somme est destinée aux acquisitions de terres et aux différents travaux d'infrastructure du territoire. Je crois en l'Algérie, et moi, je ne partirai jamais. Il y a bien sûr des problèmes, pas seulement avec les Arabes, mais aussi ceux liés aux conditions climatiques. Ainsi, l'autre jour, à la réunion du comice agricole, en présence du capitaine Safran, son fondateur, le problème de la disette du fourrage a été évoqué. Les trèfles violets semés cette année sont détruits par les insectes. Les sainfoins et les luzernes ont été perdus par les pluies du printemps et les regains brûlés par la sécheresse. Pour parer à la disette au printemps prochain, j'ai conseillé la plantation du trèfle incarnat qui donnera en avril un fourrage vert très abondant. Le capitaine Safran, très âgé, mais ayant toute sa vigueur et son intelligence, m'a félicité et a proposé que le comice fasse publier cette information dans la presse. Ramon était un orateur à la voix chaude et profonde. Les deux femmes étaient suspendues à ses lèvres et il en avait conscience. Soudain, Maria sentit une légère pression sur son pied. Elle se troubla et, pour en avoir le cœur net, elle laissa tomber sa serviette et se pencha pour la ramasser. Elle eut la confirmation qu'il s'agissait bien du pied de Ramon. Elle rosit légèrement et écarta sa jambe. Ce petit manège n'échappa pas à Dolorès, qui comprit aussitôt les avances de son mari. Elle avait un sixième sens et elle pouvait ainsi interpréter un regard ou une attitude qui lui confirmait ce qu'elle redoutait, l'infidélité de Ramon. Elle était rongée par la jalousie, même si son mari, pour brouiller les pistes, avait des intentions particulières pour toutes les jolies femmes. Il choisissait sa place pour être assis soit en face, soit à côté de la personne convoitée, et il leur parlait en aparté, comme s'il n'y avait aucun autre convive. Dolorès redoutait de sortir ou de recevoir des amis. La jalousie la torturait au point qu'elle maigrissait à vue d'œil. Elle n'osait pas en parler et refusait de chercher les preuves qui la tueraient. Elle avait toujours eu confiance en Maria, mais aujourd'hui Joseph était parti, et Ramon, en aidant financièrement Maria, pensait peut-être avoir des droits sur elle. L'enfer continuait même en famille. Maria aperçut la décomposition du village de Dolorès. Elle ne connaissait pas les affres de la jalousie. Elle aimait la vie et Joseph, mais cet amour ne l'engloutissait pas. Elle donnait seulement son corps. Jamais elle ne s'inquiétait de ce que pouvait faire Joseph ou de ce qu'il pouvait désirer. Elle savait bien que les hommes s'autorisaient des incartades, mais elle n'y pensait pas. Sa joie de vivre reprenait toujours le dessus, même après le départ de son mari. Elle ne savait pas combien de temps durait la séparation, et elle avait tant de choses à faire qu'elle s'étourdissait. Maria prit la main de Dolorès à travers de la table et lui dit « Dolorès, ma chérie, je sais que je ne pourrai toujours compter sur vous, et surtout sur toi. Tu es ma cousine et mon amie. Jamais je ne l'oublierai. » Ramon, pour faire diversion, appela Omar. « On attend le faisan et les caïrotis que j'ai tués hier matin sur mes terres. » Cette partie de chasse a été extraordinaire. Briska, mon jeune setter anglais, avançait dans les buissons à une trentaine de mètres devant moi. Je n'entendis plus son grelot et me mis à presser le pas. Je m'approchai d'elle, qui coulait un arrêt magnifique, la queue dressée, la patte en avant levée et le nez en l'air. Elle ne bougeait plus. J'ai eu le temps de charger mon fusil et de battre les fourrés pour l'envol du gibier. Avec une seule cartouche, j'ai fait un triplé de 3 cailles. Cette jeune chienne est encore meilleure que sa mère. Les femmes se regardèrent en souriant. Elles pensaient toutes deux que Ramon exagérait comme Tartarin de Tarascon, roman d'Alphonse Daudet paru en 1872. La bonne humeur était revenue et la journée se termina par des embrassades et des promesses de revenir très vite.